En matière criminelle, les affaires d'empoisonnement sont le plus souvent le fait de femmes vengeresses ou de celles que l'on appelle les veuves noires, ces épouses désireuses de porter le crêpe sombre et qui glissent un petit supplément fatal dans la soupe de leur époux. Le Japon ne fait pas exception à la règle et dans les affaires que j'ai eu à traiter ces dernières années, les cas ne manquent pas. Tout le monde se souvient de Kakei Chisako, cette gentille petite mamie de 73 ans condamnée à mort pour avoir empoisonné ses 3 maris et certains de ses amants. De par son côté impersonnel, aveugle et traumatisant, le poison peut également devenir l'instrument de mort du terrorisme. Ainsi, le 20 mars 1995, la secte Aum Shinrikyo lançait une attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo, faisant 12 morts et plus de 2000 blessés. Bien sûr, les chasseuses d'héritage et les fanatiques religieux ne sont pas les seuls à manier l'arsenic ou les neurotoxiques comme le bourreau manie la hache. Ceux que l'on appelle les anges de la mort, ces soignants assassins qui donnent la mort au lieu de la combattre, souvent grisés par le pouvoir quasi divin que leur confère ce statut, comme pu l'être le docteur américain Michael Swango et ses 60 victimes. Bien sûr, il arrive aussi que certains tueurs en série choisissent ce moyen sournois et impersonnel d'éliminer leurs victimes. Le Britannique Graham Young, le ticket poisoner, en est un affreux exemple. Mais s'il est un type de crime peu enclin à user de ces substances de mort, c'est bien celui du meurtre de masse, du meurtre aveugle et aléatoire, comme Kato Tomohiro à Tokyo ou Richard Durn à Nanterre. L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui est un cas d'école, et l'un des pires casse-têtes auxquels ait pu se frotter la police japonaise. S'étalant sur 8 ans, mais par période de quelques semaines, les empoisonnements en série qui terrorisèrent le Japon en 1977 et 1985 tuèrent, on pense, une vingtaine de personnes, peut-être plus, sans distinction d'âge ou de sexe, laissant un goût amer aux enquêteurs qui se mobilisèrent comme jamais pour tenter d'enrayer ce cauchemar. Le 17 novembre 1985, une dernière victime mourait après avoir bu un cola empoisonné, puis le tueur s'arrêta. Il ne fut jamais interpellé et court toujours. Tokyo, le 3 janvier 1977. Keiko, une lycéenne de 16 ans originaire de Kyoto, étudiait dans un établissement privé du quartier de Minatoku à Tokyo. Pour aider ses parents à financer ses études, elle travaillait à temps partiel dans une petite cafétéria qui faisait face au quai d'embarquement du Tokaido Shinkansen, dans la grande gare de Shinagawa. Ce soir-là, comme 6 soirs par semaine, elle termina son service vers 23h30 et après s'être changée, prit le chemin du retour. Avant de rentrer à l'internat, elle avait promis de téléphoner à ses parents restés à Kyoto et s'arrêta donc dans une cabine téléphonique bien éclairée, juste devant le complexe sportif de Shinagawa Sportsland. En introduisant les pièces de 10 yens dans l'appareil, elle vit une bouteille de Coca-Cola, pleine et cachetée, posée sur la table près du combiné. Ce soda dans les années 70 restait une boisson de luxe et coûtait trop cher pour qu'une étudiante aux moyens modestes puisse s'en offrir une sans une bonne occasion. Alors elle décida de la prendre pour la boire plus tard. Vers 1h du matin, après avoir pris une douche et terminé ses devoirs, elle ouvrit la petite bouteille en verre et en but une bonne rasade devant une amie un peu jalouse, mais à qui elle avait promis une part de la précieuse trouvaille. À peine la gorgée avalée, Keiko fit la grimace et se dirigea vers le petit lavabo de leur chambre. Elle y cracha le breuvage et se rinça la bouche avec de l'eau. Mais elle eut à peine le temps de s'asseoir. Prise d'un violent mal de tête et le souffle coupé, elle s'écroula sur le sol de la petite chambre d'étudiant. Emmenée d'urgence à l'hôpital et malgré les lavages gastriques et un traitement antipoison, la jeune fille décédera quelques minutes après son arrivée. L'autopsie et l'analyse de la bouteille de soda révéleront un empoisonnement au cyanure. Le lendemain, soit le 4 janvier 1977, un homme de 46 ans, ouvrier du bâtiment, s'écroula brutalement sur le trottoir vers 8h15 du matin. Conduit en urgence à l'hôpital le plus proche, il sera déclaré mort à son arrivée. Lorsque le policier en uniforme, appelé par des passants, avait téléphoné à une ambulance, il avait également ramassé une bouteille de cola tombée au pied de la victime, presque pleine et se déversant sur le trottoir. L'autopsie révélera là encore que l'homme avait été empoisonné au cyanure. On retrouvera une grande quantité de ce poison mortel dans la bouteille qu'il venait visiblement de boire.
L'incident s'était déroulé à peine 600 mètres de la cabine téléphonique dans laquelle Keiko avait trouvé la boisson meurtrière. À l'aune de ce deuxième empoisonnement et établissant une corrélation entre les deux affaires, la police de Tokyo mit immédiatement en place une campagne d'avertissement incitant les gens à ne pas consommer de produits trouvés dans des lieux publics et posta quelques agents de plus dans la rue où l'homme était mort. Une patrouille qui fouillait le quartier de la gare de Shinagawa pour tenter d'y trouver des indices sur ces meurtres trouva une bouteille de coca semblable aux deux autres posée sur la tablette d'une cabine téléphonique publique. Le même soir, vers minuit, le fils d'un patron d'épicerie du quartier, alerté par des clients de ce qui se passait, trouva une bouteille similaire posée elle aussi près du téléphone à pièces que ses parents avaient installé dans la boutique. Après analyse, les deux flacons étaient bourrés de cyanure. La police continua ses rondes dans tout l'arrondissement et la surveillance des cabines téléphoniques, interpellant tous ceux qui oubliaient une boisson près de l'appareil. Mais après des semaines de vigilance et d'enquête, aucun suspect sérieux ne sortit du lot. Cependant, le dispositif policier semblait fonctionner puisqu'aucun nouvel empoisonnement ne fut à déplorer dans ce quartier. 13 février 1977, 6h20 du matin. À Fujidera, près d'Osaka, un employé de bureau de 39 ans se rendait à sa station de train comme tous les matins. Il y acheta ses cigarettes, son journal et partit s'asseoir près de son quai pour y fumer tranquillement en lisant les nouvelles du jour. Installé près d'un téléphone public mural, il y vit un sac en papier d'épicerie avec un bouchon brillant qui en dépassait. Inspectant son contenu, il y trouva une bouteille de cola, la décapsula et en but une gorgée. La réaction ne se fit pas attendre et l'homme s'effondra en quelques secondes, pris de spasmes et s'étouffant. Prise en charge très rapidement, la victime s'en tira grâce à un traitement antipoison ciblé et une série de lavages d'estomac. La bouteille analysée par la police montra elle aussi des traces d'acide cyanhydrique, mais en plus petite quantité que celle retrouvée à Tokyo. De retour chez lui dès le lendemain, le miraculé se donna la mort en se mettant la tête dans le four à gaz, ne laissant aucune lettre d'adieu ni aucune explication. Une version différente de cet incident existe dans le rapport apocryphe rédigé par un ancien enquêteur et qui penche pour un suicide manqué déguisé en meurtre. En effet, cet ancien de la brigade criminelle d'Osaka a retrouvé des témoignages de proches de la victime indiquant qu'il connaissait les empoisonnements de Tokyo et en avait souvent parlé avec eux, rendant étonnant le fait de boire une bouteille de cola trouvée dans une gare près d'un téléphone. L'audition des témoins ne mentionne nulle part que quelqu'un l'ait vu boire le contenu de la bouteille, toujours d'après cet inspecteur à la retraite. De plus, d'après ces comparatifs de rapports médicaux, les symptômes de l'homme et la nature du cyanure trouvé étaient différents. Mais officiellement, l'homme est une victime du mystérieux tueur, même si sa mort ne lui est pas imputable. Le lendemain de l'incident, à Tokyo, dans le centre commercial souterrain de Yaesu, un commerçant de 43 ans qui allait ouvrir sa boutique trouva un grand sac en papier aux couleurs d'un prestigieux chocolatier du quartier posé sur un banc près des marches menant à la galerie. Y jetant un œil discret, il y trouva 40 petites boîtes de chocolat fin assorties d'une grande valeur. La police, à qui l'homme avait remis le paquet comme un objet trouvé, retrouva le fabricant à quelques rues de là et lui remit l'objet, pensant qu'il pourrait retrouver le client. Mais en inspectant les boîtes de plus près, le chocolatier y trouva une note manuscrite griffonnée sur un ticket de caisse. Ce mot qui incitait le peuple japonais à disparaître était fort mal écrit comme un très jeune enfant ou quelqu'un qui apprendrait juste le japonais. Il était signé d'une marque incompréhensible posée grâce à un inkan sculpté sommairement à la main. Envoyé au laboratoire de police pour analyse, il s'avéra que l'ensemble des boîtes de chocolat étaient bourrées de cyanure. Le même jour, un ouvrier à mi-temps qui travaillait sur un chantier de construction trouva une boîte de chocolat de la même marque de luxe sur une banquette du train qu'il prenait à la gare de Kanda. Il s'écroula le visage rouge et pris de tremblements à peine le deuxième chocolat avalé. Pris en charge à la gare de Akihabara, il fut sauvé in extremis par un traitement antipoison. Là encore, l'analyse des friandises révéla la présence de cyanure. Jusque-là, sans véritables indices, les enquêteurs de la police métropolitaine rouvrirent le dossier avec espoir, croyant voir dans ce mot une chance de faire avancer l'enquête. Une équipe d'analystes en conclut que cette note avait été écrite par un adulte dont le japonais n'était pas la langue maternelle.
Étant donné le côté racial de la menace, ils pensèrent vite à un ressortissant des pays que le Japon avait colonisés jusqu'en 1945. L'incident ayant lieu 22 ans après la fin du conflit, la chose était plausible. Le focus fut mis sur les ressortissants de ces pays résidant au Japon et nombre de Philippins, de Coréens, de Taïwanais et de citoyens de tous les anciens territoires de l'Empire du Japon furent interrogés, suivis, soupçonnés puis innocentés. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, des sacs de chocolat au cyanure furent retrouvés dans tout Tokyo, disposés dans les gares, les cabines téléphoniques et les bancs publics. Mais grâce à la mobilisation sans précédent de la police et des volontaires, aucun autre incident majeur ne fut à déplorer. La série s'arrêta du jour au lendemain, mais ne fut pas sans enseignement, payés au prix fort certes, mais qui contribuèrent à sécuriser un peu plus les produits manufacturés. Les bouteilles en verre, trop faciles à ouvrir puis à refermer, furent bannies des distributeurs automatiques, puis des magasins, et remplacées par les canettes en aluminium à languettes scellées. La sécurité sur les distributeurs automatiques fut renforcée et tous furent équipés de serrures sécurisées. Enfin, une grande campagne d'information auprès de la population, dans les écoles mais aussi auprès des sans-abri fut lancée, expliquant les dangers de consommer des denrées trouvées dans la rue ou dans un train, même dans des emballages scellés. Cette campagne fut relayée dans tous les médias et par les stars de l'époque et porta ses fruits. C'est à cette période et suite à ces incidents que l'habitude du double, voire du triple emballage alimentaire fut prise, habitude qui persiste de nos jours. Les semaines, puis les mois et même les 8 années qui suivirent ne connurent aucun incident de la sorte. Au matin du 30 avril 1985, un chauffeur-livreur de 45 ans venait prendre son service dans la petite entreprise d'agroalimentaire de Fukuyama, près de Hiroshima. Comme tous les jours, et après avoir vérifié son chargement, il acheta dans le distributeur automatique devant le garage une petite bouteille de Ronaminshi, une boisson énergisante très prisée au Japon depuis les années 60, et la but au volant en commençant sa tournée. Il sera pris de violentes crampes d'estomac et de vomissements et devra s'arrêter pour appeler sa femme qui lui conseillera de prévenir une ambulance. Emmené aux urgences dans un état grave, il décédera le 2 mai. Des analyses toxicologiques révéleront la présence de paraquat, un herbicide puissant dans son organisme. En trop grande quantité pour avoir été assimilé par contact, la police fit des analyses à son domicile et suspecta même son épouse d'avoir voulu l'empoisonner. Mais sur les témoignages de ses collègues, ils analysèrent les reliefs de son petit déjeuner resté dans la cabine de son camion. La petite bouteille en verre s'avéra elle aussi être remplie de ce poison. La police procédera à des relevés d'empreintes sur la bouteille, mais seule celle de la victime s'y trouvait. Les enquêteurs tentèrent de retrouver les acheteurs de paraquat de la région, mais se retrouvèrent vite avec des milliers de suspects potentiels, tant cet herbicide de contact était répandu et facile d'achat à cette époque. Même le recoupement entre les livres de distributeurs de boissons et les jardiniers amateurs ne donna rien. Délaissant petit à petit la piste du crime aveugle, la police s'orienta vers une vengeance et commença à enquêter du côté des amis et des collègues du chauffeur défunt. 11 septembre 1985, dans la petite ville d'Izumisano, préfecture d'Osaka, un homme de 52 ans rentrait de la pêche en fin d'après-midi. En chemin, il rencontra un de ses amis et lui montra ses prises. Les deux hommes discutèrent et fumèrent une cigarette en buvant une boisson fraîche qu'ils venaient d'acheter dans un distributeur automatique au bord de la route. Notre pêcheur avait pris un Oronaminshi pour se donner un coup de fouet, mais son ami avait choisi une bière dans le distributeur d'à côté. Leur boisson terminée, ils cheminèrent de concert vers la rue où ils habitaient, mais notre homme commença à se plaindre de maux d'estomac de plus en plus violents. Pris de vomissements devant sa maison, c'est son ami qui alerta sa femme qui s'empressa d'appeler les urgences. Il décédera le 14 septembre, après 3 jours d'atroces souffrances. Lors de l'autopsie, on détectera une quantité importante de paraquat dans son organisme. L'analyse de la bouteille de Ronaminshi démontrera qu'elle aussi en était remplie. Ville de Matsusaka, dans la préfecture de Mie. Nous sommes le 12 septembre, un jeune étudiant de 22 ans fait ses courses dans un convenience store avant de rentrer dans sa chambre universitaire.
Prévoyant une soirée de révision importante avec son camarade de chambre, il avait pris soin d'acheter 2 bouteilles de Real Gold, une boisson énergétique conditionnée dans de petites bouteilles en verre fermées d'un bouchon en aluminium. Le jeune étudiant boira la sienne en premier et très vite sera pris de vertiges et de crampes, puis, rapidement, de vomissements violents. Son camarade appellera promptement la police et les urgences, mais malgré tous les efforts des services médicaux, il décédera le 14 au matin. Les analyses mettront à jour une forte concentration de dicat, un herbicide puissant et très répandu, sorte de concurrent du paraquat. Poison qu'ils retrouveront dans la bouteille de Real Gold bue par la victime ainsi que dans celle, heureusement non ouverte, de son camarade. Une rapide analyse des enquêteurs montrera que celui qui avait placé le poison dans les boissons avait descellé légèrement le bouchon avant de le recoller avec une colle ordinaire, trouvable dans tous les magasins. Le patron de la boutique dans lequel avait été achetée la bouteille fatale sera blanchi car bien que 5 autres boissons de la même marque, contenant de l'herbicide mortel, soient retrouvées sur ses étagères, un lot du même produit assassin fut retrouvé dans sa réserve, en carton scellé par le fabricant. Le 19 septembre à midi, dans la petite ville de Himate, préfecture de Fukui, un employé de bureau de 30 ans terminait sa matinée de travail. Comme presque tous les jours, il acheta son déjeuner à un petit comptoir qui faisait face à son entreprise, puis prit un coca dans le distributeur qui longe le trottoir. D'ordinaire, il mangeait sur un banc en compagnie d'un collègue et, après avoir avalé la dernière bouchée et bu la dernière goutte, fumait quelques cigarettes avant de reprendre le travail. Mais ce jour-là, alors qu'il parlait à son ami, son visage devint rouge écarlate et il se mit à suer. Il fut pris de vomissements et hurla de douleur en se roulant par terre. Conduit d'urgence à l'hôpital le plus proche, il subira des lavages d'estomac et des traitements antipoison, mais tombera dans le coma et décédera le 22 septembre. L'autopsie révélera une grande quantité de paraquat dans son estomac et son organisme, et la police en trouvera dans le cola entamé qu'il avait laissé sur le banc. Miyakonojo, dans la préfecture de Miyazaki. Le 20 septembre au matin, un employé de commerce de 45 ans se rendait à son travail. En chemin, il acheta 2 bouteilles de Real Gold comme il le faisait chaque jour pour l'aider à tenir le rythme. D'ordinaire, il en buvait une avant d'aller embaucher, chemin faisant, et l'autre pour lui éviter le coup de fatigue de 11 heures. Il n'aura même pas le temps d'arriver à son travail. La première bouteille avalée, il faut préciser que Real Gold est conditionné en très petites bouteilles et se boit en général d'un trait. L'homme fut pris des mêmes symptômes que les victimes précédentes et s'écroula à quelques mètres de sa porte. Hospitalisé d'urgence, il mourra dans la nuit du 21 au 22. Autopsie et analyse des bouteilles concluront à la présence massive de paraquat. Bien entendu, suite à cette série de morts apparemment criminelles, la police mit en place une unité spéciale qui ne travaillait que sur cette affaire et les autorités se mirent à communiquer énormément, mettant les populations en garde. Les numéros de série furent tous tracés, l'entrepôt de conditionnement initial passé au peigne fin, les employés interrogés et leur passé scruté à la loupe. Mais aucun suspect ne semblait se détacher du lot. La proximité géographique des incidents fit penser à la police que l'assassin pouvait être de la région, mais l'évidence de la centralisation des postes de production de ces boissons laissait aussi la piste d'un empoisonneur à la source possible. Une surveillance accrue et même une protection policière des lieux de stockage et des livreurs s'organisa, et la télévision multiplia les émissions et les messages de prévention, n'ajoutant qu'un cran à la paranoïa naissante. Mais tout cela n'enraya en rien la série de morts violentes et l'étrange phénomène qui en découla. Le 5 octobre, dans la petite bourgade de Konosu à Saitama, un homme de 44 ans qui rentrait du travail acheta 2 bouteilles de Ronaminshi pour le lendemain, une pour lui, une pour sa femme. Levé le premier, il l'engloutit d'un trait. Sa femme le retrouvera couché sur le lino de la cuisine, se tordant de douleur. Il décédera le 21 octobre. Il va sans dire que la cause de cet empoisonnement brutal fut la forte quantité de paraquat retrouvée dans son corps et dans le flacon vide. Le 15 octobre, dans la ville de Nara, à plus de 500 km du dernier incident, un employé de mairie de 69 ans qui rentrait chez lui dans le quartier de Kashihara acheta 2 Real Gold dans le distributeur qui faisait face à sa maison. Fatigué par sa journée de travail, sa femme lui en servira un avant de repartir en cuisine. Quelques instants plus tard, l'homme était pris de vomissements et de spasmes violents. Hospitalisé, il mourra le 13 novembre des suites de cette intoxication au paraquat.
À 900 km de là, dans la préfecture de Miyagi, c'est un homme de 55 ans qui mourrait empoisonné au même herbicide le 21 octobre après avoir bu un Real Gold sur son lieu de travail. Puis, une semaine plus tard, le 28, à nouveau près d'Osaka, à Kawashigano, un travailleur du bâtiment de 50 ans s'écroulait sur le lieu de travail après avoir consommé une bouteille de Ronamin-C achetée dans un distributeur. Il mourra le lendemain du poison retrouvé dans son organisme et dans la bouteille, le Paraquat. Le 23 septembre, dans la ville de Habikino, près d'Osaka, un ouvrier de 50 ans achète 2 petits flacons de Ronamin-C dans un distributeur de son quartier et les stocke dans son réfrigérateur. Le matin du 25, il en boit une d'un trait et s'effondre dans sa salle de bain quelques minutes plus tard. Il passera 11 jours à l'hôpital à se battre et finira par décéder le 7 octobre. Une fois encore, le même poison est trouvé dans son organisme et dans la bouteille vide. Puis de nouveau à Saitama, dans la ville d'Urawa, le 7 novembre, un homme d'affaires de 42 ans achètera 2 bouteilles fatales de Ronamin-C qu'il boira à son retour. Il décédera une semaine plus tard après un véritable calvaire. Toujours à Saitama, près de Kodama, le 17 novembre, une jeune lycéenne de 17 ans achète un coca en canette au convenience store de sa rue, le boit en rentrant chez elle et s'écroule sur le pas de sa porte. Elle mourra une semaine plus tard malgré les soins intensifs. La mort de cette adolescente fut la dernière officiellement attribuée au tueur mystérieux. Mais les autorités soupçonnèrent le responsable de ces actes qualifiés de malveillants par le ministre de l'époque d'avoir fait beaucoup plus de victimes. Face au nombre de bouteilles empoisonnées retrouvées dans les distributeurs, les magasins et les entrepôts, il n'est effectivement pas insensé de penser que d'autres personnes ont pu être empoisonnées sans que cela ne soit relié à cette vague d'empoisonnement. Soit car les personnes étaient déjà malades ou âgées, soit parce qu'aucune autopsie n'a été pratiquée. L'absence de caméras de vidéoprotection à cette époque a rendu l'enquête extrêmement difficile, privant les enquêteurs de cet outil aujourd'hui indispensable. La grande distance entre les lieux des empoisonnements et la très mauvaise communication entre les services de police n'a également pas contribué à résoudre cette affaire, dont aucun service ne voulait vraiment, si l'on en croit la journaliste Tokabayashi Noriko qui couvrit l'histoire à l'époque. Dans une interview qu'elle donna au Asahi Shimbun du 4 juin 2015, elle raconte comment elle a vécu cette affaire et son impression de renoncement des équipes de police face à un pouvoir qui souhaitait étouffer l'histoire pour éviter une vague de panique sur l'archipel. Elle raconte aussi avoir vu des scènes de crimes piétinées par des polices locales et des pistes sérieuses, notamment relatives à des comportements suspects d'intérimaires de compagnies de livraison de boissons signalés mais non pris en compte. Il semblerait même, et elle le dit à demi-mot, que les médias furent encouragés à ne plus parler de cette vague de morts par empoisonnement que comme des incidents sans rapport les uns avec les autres. La compagnie Otsuka Pharma, qui vendait la boisson énergétique Ronamin-C, connut une perte de chiffre d'affaires considérable et dépensa beaucoup d'argent à redorer son blason. Tout d'abord, en changeant son système de fermeture, remplaçant la capsule par un opercule métallique à usage unique, rendant toute ouverture définitive. Mais aussi en se payant des campagnes de publicité agressives et, d'après certains journalistes, en payant pour que le nom de leurs produits n'apparaisse plus dans les articles et les reportages. En 2021, l'auteur de ces empoisonnements en série n'a jamais été retrouvé. Un ancien officier de police qui a travaillé sur l'affaire a même dit que la police elle-même n'avait jamais eu de pistes sérieuses pendant les années durant lesquelles l'enquête se poursuivit. La prescription courant depuis des années, on ne peut que raconter ce tragique épisode de l'histoire criminelle japonaise sans pouvoir en débattre, ni même avancer une hypothèse plus qu'une autre. Pas de suspect, pas de procès, juste des conjectures invérifiables. Récemment, un article du Mainichi Shimbun qui revenait sur le triste anniversaire de l'affaire citait un chroniqueur judiciaire qui avançait le nombre de 75 victimes possibles, au lieu des 15 officielles. Je vous parlais plus avant de phénomènes sociétaux étranges liés à cette affaire. En effet, même si les phénomènes des copycats ou des faux aveux de déséquilibrés sont connus, ceux-ci furent plus atypiques. Durant la période que dura cette série d'empoisonnements criminels, le pays connut une vague de suicides à l'herbicide sans précédent. Comme cet homme qui, le 11 juillet 1985, à Fukuyama, près de Kyoto, mélangea du paraquat à son soda et fut retrouvé mort dans son salon.
Un bidon de l'herbicide fut retrouvé dans son garage, un petit entonnoir plein de cette substance dans son évier et aucune trace par contre dans la canette ouverte sur la table, contrairement au verre qu'il avait utilisé. Il y eut 2 cas similaires à Tokyo à la même période. Un autre cas marquant de cette étrange vague fut celui du lycéen qui essaya de se suicider au Paracat en tentant de maquiller son acte en meurtre afin, visiblement, de faire accuser 2 garçons qui le harcelaient et le malmenaient dans son école. Il avait volé une petite quantité de produits chez ses parents, l'avait mélangé à un soda pris au distributeur de son école. Heureusement, il fut tiré d'affaire après quelques jours de soins et finit par avouer son geste. D'autres tentèrent le coup avec divers insecticides et herbicides moins dangereux et s'en sortirent avec des lavages d'estomac. Pendant cette période étrange, certains copycats au rabais tentèrent même de se défaire de certains rivaux, époux encombrants ou collègues pénibles en les empoisonnant à l'aide de diverses substances, plus ou moins létales comme de la chaux, du soufre, du détergent domestique et même de l'engrais pour plantes vertes. Un autre grand mystère qui continue de planer est celui du monstre aux 21 visages, que certains relient à cette vague d'empoisonnement de 1977 et 1985. De son pseudonyme inspiré par les personnages du romancier Edogawa Rampo, ce corbeau signa plusieurs lettres menaçant des entreprises d'agroalimentaire d'empoisonner leurs produits pour d'obscures raisons vaguement politiques. Ainsi, en 1984, il envoya plusieurs lettres au géant de la friandise Glico, indiquant qu'il avait empoisonné au cyanure un certain nombre de leurs produits. Retirés immédiatement du marché, causant une perte de plusieurs millions de dollars et le chômage de centaines d'employés, aucun poison ne fut retrouvé. Mais par précaution, les stocks furent détruits et remplacés. Puis ce fut au tour du roi du chocolat, l'entreprise Morinaga, d'être victime du maître chanteur sans but. En octobre 1984, il déclara avoir empoisonné au cyanure 20 paquets de bonbons au chocolat de cette marque, placés de façon aléatoire dans des magasins de Tokyo. Prenant la menace au sérieux, la police trouvera une douzaine de paquets empoisonnés de Chocoballs et de Angel Pies. Le monstre 21 visages avait pris la peine d'étiqueter les boîtes avec un avertissement « Attention, poison ». Durant l'année 1985, le Corbeau envoya une série de lettres aux médias, vilipendant le capitalisme et les grandes entreprises et évoquant la vague d'empoisonnement qui secouait le pays. Puis, il disparut dans la nature. Des spécialistes du langage étudièrent ces lettres et le mot laissé dans les chocolats en 1977. Ils furent absolument formels quant à l'impossibilité que ce soit le même homme. Le corbeau utilisait un mauvais japonais, certes, mais celui d'un natif originaire du Kansai, plein d'expressions typiques d'Osaka. Alors, aujourd'hui, que reste-t-il de cette étrange vague de terreur toxique qui ébranla le Japon d'il y a 40 ans ? Est-ce que l'empoisonneur au cyanure de 1977, l'assassin au Paracat de 1985 et le monstre aux 21 visages sont un seul et même homme ? Si oui, pourquoi tuer autant de travailleurs et d'étudiants innocents ? Pourquoi la vague de 1985, la plus meurtrière, ne fit l'objet d'aucune revendication ? Autant de questions qui resteront sans doute à jamais sans réponse. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour être averti des sorties, et rejoignez-moi sur Twitter, Instagram et Facebook. Si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez soutenir la chaîne en faisant un petit don sur Tipeee ou Utip, ou en devenant membre de l'unité Satsujin. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo. Encore merci à tous pour votre fidélité et votre bienveillance. Matane.